Bonjour et bienvenue pour le SOS S comme c'est. Je suis donc Sandrine Donzel et je suis là pour vous répondre à certaines de vos questions. Mon métier, c'est de m'intéresser et de vous aider à résoudre les problèmes émotionnels et relationnels que vous pouvez rencontrer, aussi bien dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle. Donc ça peut être en relation avec les enfants, dans le couple, au boulot, un peu de partout. Alors, je vous rappelle le principe, je tire au sort une question, j'y réponds en 5-10 minutes à peu près. Alors, la question du jour, c'est la question numéro 5. Quelle est-elle? Alors, pipipou, comment aider mon conjoint hypocondriaque? Alors ça, c'est une question qui est finalement assez originale. Je ne crois pas qu'on ait déjà abordé ce sujet dans le cadre du SOSS comme c'est ou même dans les articles du blog. Donc, on va regarder cette question un peu plus précisément. J'espère que vous avez votre café pour pouvoir m'écouter. Alors, voici la question. Comment aider mon conjoint hypocondriaque? Depuis plus de 3 ans maintenant, mon conjoint se plaint de différents maux qui ne correspondent à rien de concret médicalement. En tout cas, les médecins n'arrivent pas à trouver de logique médicale derrière ces symptômes et il a fait une multitude d'examens qui se sont tous révélés normaux. Ces troubles ont commencé au décès brutal de sa sœur, sans signe avant-coureur. Ça a de quoi faire très peur, évidemment. Rien ne le rassure. Si les examens médicaux sont normaux, c'est forcément qu'on n'a pas cherché au bon endroit. Pendant certaines périodes, ça va mieux et puis ça recommence. Il admet que tout cela est sûrement lié à de l'angoisse, mais cela n'empêche pas de ressentir toutes ces sensations désagréables, surtout la nuit, et de se lever certains matins complètement paniqué à l'idée qu'il a quelque chose de grave. Quelle est la bonne stratégie face à tout cela en tant que conjointe? En parler plus ou moins, prendre les devants et le questionner sur son état et ses symptômes avant même qu'il ne les mentionne, ou bien les laisser aborder lui-même lorsque ça le submerge? Difficile de ne pas dramatiser, oui, il court vite chez le médecin, ni minimiser, ce n'est sûrement pas grand-chose. J'essaie de lui dire, tu ressens ça, peut-être que tu as dormi dans une mauvaise position, mangé quelque chose qui ne t'a pas convenu, la médecine ne peut pas tout expliquer, va marcher un peu dans la nature, respire, mais cela ne le rassure pas, vraiment, en tout cas pas pour longtemps. Je crois qu'une des clés serait qu'il se mette plus à l'écoute des signaux que son corps lui envoie, mais est-ce vraiment la bonne idée dans ce cas? Est-ce que son corps finira par crier de moins en moins fort, ou est-ce que se focaliser sur le moindre de ces petits dérèglements internes ne fera que renforcer son angoisse? Quand on cherche, on trouve. Bien, alors, comme je disais, c'est une question originale et qui va me permettre d'aborder plein de choses, mais qui peut rejoindre aussi un certain nombre de difficultés liées à la gestion de l'angoisse, qui vont aller dans l'idée aussi de peut-être des choses style des troubles un peu obsessionnels, parce que c'est aussi de ça qu'on parle ici. Alors évidemment, je vais scinder ce qu'on peut faire en tant que conjoint, en tant que partenaire, et j'aborderai peut-être rapidement ce qu'on peut faire en tant que thérapeute ou médecin, ou voilà comment on peut aller un petit peu plus loin. Mais là, la question porte vraiment sur la posture du conjoint ou de la conjointe. Alors déjà, c'est quoi l'hypocondrie pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas très bien ce problème? L'hypocondrie, c'est le fait d'être persuadé qu'on est atteint d'une maladie, et de s'angoisser. Alors une maladie grave en général, c'est-à-dire généralement les gens ne s'angoissent pas à l'idée d'avoir un simple rhume ou une petite gastro. Ils vont s'angoisser à l'idée d'avoir une maladie grave, généralement inconnue, probablement maligne. Et si j'en crois les travaux de Giorgio Nardone, qui a beaucoup travaillé sur les peurs, les paniques, les phobies, il y a 2 types d'hypocondriaques et ça rejoint un certain nombre de situations que j'ai pu moi recevoir dans mon cabinet, dans mes accompagnements. Il y a 2 types d'hypocondriaques. Il y a les premiers qui sont, à mon avis, ceux qui sont le plus en danger, qui s'angoissent, mais qui ont tellement peur du diagnostic qu'ils préfèrent ne pas faire d'examen, ne pas en parler et éviter même d'y penser. Donc ceux-là sont évidemment plus en danger pour leur santé physique, parce que du coup, ils ne vont pas faire les examens qui leur permettraient d'être soignés à temps. Mais c'est pas de ça dont on parle ici aujourd'hui. Ce dont on parle ici aujourd'hui, c'est de la 2e catégorie d'hypocondriaques. C'est ceux qui vont systématiquement aller chercher des informations, passer des examens, voir des médecins, repasser des examens complémentaires, des examens avec quelqu'un de plus compétent éventuellement, etc. etc. Et qui finalement, en faisant ça, cherchent le moyen d'être définitivement rassurés.
C'est-à-dire que, et ça paraît logique, la médecine étant maintenant assez compétente, on se dit on va bien trouver, un examen va bien permettre de détecter la maladie, le problème et tout ça. Sauf que si on n'a rien, et bien finalement, en faisant des examens, on crée une espèce de cercle vicieux. Pourquoi ? Parce que puisqu'on n'a rien, on ne trouve rien. Et ne rien trouver, ça finit par créer plus d'angoisse qu'au départ. En effet, c'est exactement comme les gens jaloux, et là on peut faire un parallèle, qui vont chercher, qui vont fouiller dans le téléphone de leur conjoint ou de leur compagne, qui vont espionner les mails, etc. Ils ne vont, s'ils ne trouvent rien, absolument rien, ils ne seront jamais rassurés. Pour la bonne raison que ne rien trouver, ça peut juste vouloir dire que alors c'est beaucoup mieux dissimulé, beaucoup plus adroitement fait pour que ce ne soit pas détecté. Donc ça c'est pour la jalousie, mais on est d'accord que pour la maladie, pour les hypocondriaques, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils font un examen, ça crée une angoisse supplémentaire, c'est-à-dire peut-être que la maladie est encore plus maligne, encore moins connue, donc encore plus incurable que ce que j'imaginais au départ. Donc finalement, chaque fois qu'ils essayent de se rassurer, ils ne font que créer une angoisse supplémentaire, un peu comme si c'est une métaphore qu'utilise Giorgio Nardone, un peu comme s'ils arrosaient leur angoisse avec de l'engrais et qu'ils lui faisaient prendre de plus en plus d'ampleur. Donc après, ils finissent par se convaincre que le médecin n'a pas fait le bon examen, que le médecin n'est pas compétent, qu'il faut refaire un examen qui a déjà été fait, et ça devient une espèce d'histoire sans fin. Souvent, ils vont s'intéresser beaucoup à des revues ou à des livres médicaux pour essayer de trouver, eux, des idées, des choses qui vont les aider. Donc bref, en fait, on est ici dans une spirale où plus la personne fait des examens, cherche à confirmer qu'elle n'a rien, plus elle s'inquiète, exactement comme un conjoint jaloux va chercher des preuves de fidélité, ce qui est absolument introuvable. Ça, c'est important, parce que la bonne santé, c'est improuvable, totalement improuvable. Alors, je reviens un petit peu en arrière sur cette situation. Souvent, dans ces situations-là, pas toujours, mais très souvent, on trouve un événement déclencheur qui est souvent la maladie ou le décès d'un proche, généralement le décès, d'un proche qui crée comme une espèce d'événement traumatisant qui va fixer l'angoisse sur l'hypocondrie. Bon, parfois, les gens ont cette tendance depuis qu'ils sont petits, mais très souvent, il y a un événement déclencheur comme ça. Alors, la difficulté en tant que conjoint, c'est qu'une part du conjoint sent bien confusément, de la personne hypocondriaque, sent bien confusément que quelque chose ne va pas dans ses recherches, probablement trouve un peu absurde de multiplier des recherches, voit bien que les autres autour ne fonctionnent pas comme ça, mais que finalement ça finit par créer un sentiment de dévalorisation, de se sentir un peu bête, et ça peut amener d'autres problèmes relationnels parce que on se sent pas en confiance avec soi-même, on se sent un peu nul. Et donc il ne faut pas, en tant que conjoint d'une personne hypocondriaque, sous-estimer le poids de cette angoisse, y compris dans d'autres problématiques relationnelles qu'on peut rencontrer. Alors, je reprends la question plus précisément parce qu'il y a des choses. Donc, vous me dites, quelle est la bonne stratégie face à tout cela en tant que conjointe? C'est ce à quoi j'essaye de répondre. Est-ce qu'il faut en parler plus, moins, prendre les devants sur ses états, symptômes avant même qu'il le mentionne, etc., les laisser l'aborder lui-même? Alors, en réalité, je n'ai absolument aucune idée pour savoir s'il faut en parler plus ou moins. Ce qui m'intéresse, et ce sur quoi il serait extrêmement important d'attirer l'attention de votre conjoint, c'est sur l'effet que ces différentes stratégies, en parler, ne pas en parler, va avoir sur son angoisse, justement. Parce que vous aurez bien compris que le problème de base, c'est l'angoisse. Donc, ce que vous pouvez faire en tant que conjoint ou que compagne d'une personne hypocondriaque, ça n'est pas lui faire des prescriptions de tâches, ça n'est pas essayer de le rassurer parce que ça ne fonctionne pas. La personne essaie déjà de se rassurer en demandant à l'extérieur aux examens médicaux de lui confirmer que tout va bien.
Donc si vous essayez de le rassurer en disant non, mais finalement, ce que vous faites un petit peu déjà, mais finalement peut-être que voilà, vois les choses autrement, je ne sais plus comment vous le formulez dans votre message, peut-être que tu as dormi dans une mauvaise position, etc. En fait, cette réassurance qui vient de l'extérieur ne peut pas fonctionner parce que c'est précisément ce qu'il essaye déjà de faire avec les examens qui ne fait qu'aggraver l'angoisse. Donc déjà ça, il va falloir probablement arrêter. Mais ce que je disais donc, c'est qu'en tant que conjoint ou que compagne d'une personne hypocondriaque, ce qu'on peut faire, c'est déjà aider le conjoint hypocondriaque à identifier ce qui va avoir tendance à diminuer l'angoisse et ce qui va avoir tendance à l'aggraver. Alors vous et moi, puisque vous écoutez cette vidéo, savons du coup que aller chercher à l'extérieur les examens, etc. va plutôt avoir tendance à l'aggraver. Généralement, en parler avec des gens qui de toute façon ne peuvent rien faire, puisque la réassurance ne peut jamais venir de l'extérieur, en parler a généralement plutôt tendance à l'aggraver. Alors, du coup, moi ce que je vous propose, et que je propose régulièrement dans ce type de cas, c'est la chose suivante. Vous pouvez dire à votre conjoint hypocondriaque que vous avez lu un article, que vous avez regardé une vidéo ou que vous avez discuté avec un médecin ou vraiment un spécialiste de la santé qui vous a dit la chose suivante, qui vous a parlé de l'effet du stress et de l'angoisse sur les maladies et sur la santé physique. Donc cette première idée, c'est de se montrer finalement pratiquement plus inquiète que votre conjoint sur sa santé et de montrer que vous prenez tout à fait à cœur l'idée qu'il est important qu'il soit en bonne santé et qu'il se porte bien. Mais ça ne doit pas porter sur les symptômes, ça doit porter sur un niveau différent qui est vraiment celui de l'angoisse. Donc, je voudrais en fait que vous inquiétiez votre conjoint en lui disant que la personne, la vidéo, l'article pointait bien précisément que en fait l'angoisse ne faisait qu'aggraver les maladies, pouvait même déclencher des maladies extrêmement graves. Ce n'est pas forcément vrai, mais je veux que vous ayez l'air particulièrement convaincante. Et que donc, vous voulez absolument vous montrer à 100% disponible pour votre conjoint, pour l'accompagner dans ses examens médicaux, pour répondre à ses angoisses, etc. Mais que vous ne voulez absolument pas être responsable d'une aggravation de son angoisse, parce que alors, ça serait probablement prendre le risque de créer ou d'aggraver une maladie déjà existante. Donc, ce que vous pouvez lui dire en plus de tout ça, c'est vraiment, comme je ne veux surtout pas contribuer à créer une maladie ou en aggraver une, j'accepte que tu me parles de tout ce que tu veux autour de ta maladie, mais ce que je te demande, c'est de ne le faire que si tu es absolument sûr et certain que ça va contribuer à te rassurer vraiment profondément. Si tu n'en es pas sûr, il vaut mieux que tu gardes ça pour toi. Donc voilà ce que je vous propose en tant que conjointe. Il s'agit vraiment de lui dire qu'il peut vous poser toutes les questions qu'il veut et vous parler de toutes ses angoisses, à condition qu'il soit absolument certain que ça le rassure profondément et définitivement. Alors pourquoi ? Parce que ça va l'inciter du coup à réfléchir à ce qui fait qu'il le rassure profondément et définitivement. Il a une peur, celle d'être malade, et qui l'amène à faire des choses qui aggravent cette peur. Avoir peur d'être malade, avoir peur de mourir, avoir peur d'une maladie grave, c'est parfaitement compréhensible et entendable. Mais du coup, c'est important, si cette peur l'amène à faire des choses qui ne font qu'aggraver la peur, on ne va jamais s'en sortir. Donc on va remplacer la peur d'être malade par la peur d'aggraver la situation. Et c'est ça que vous avez à faire en tant que conjointe, pour qu'il commence à se demander s'il ne fait pas des choses qui contribuent à aggraver. Cette première prise de conscience de « oulala, mais peut-être qu'effectivement, quand je fais des examens, ça aggrave », peut-être que aussi, en tant que conjointe, vous pouvez attirer son attention comme ça en disant « mais finalement, quand tu fais des examens, etc.,
Est-ce que ça te rassure profondément, définitivement, ou au contraire, est-ce que ça aggrave la situation et tu te sens encore plus inquiet parce que ça n'a pas donné le résultat que tu voulais? C'est comme une espèce d'effet boule de neige. Vous pouvez reprendre l'image que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire la personne que j'ai vue, que j'ai entendue, que j'ai lue, dit à chaque fois qu'on fait un examen et qui ne donne pas de résultat, c'est comme si on mettait de l'engrais sur une plante et ça la fait encore plus grandir et on est de plus en plus pris là-dedans. Si c'est ton cas, je te demande de réfléchir à tout ce que tu fais qui pourrait aggraver l'angoisse et qui pourrait contribuer à te rendre encore plus malade par la suite. Le reste, s'auto-ausculter, c'est ce qu'on propose souvent dans ce type de situation, à mon avis, peut difficilement être prescrit par un conjoint ou une compagne. Ça peut se faire dans le cadre d'un accompagnement. Il arrive que des fois les conjoints ou les compagnes viennent nous voir en disant je voudrais aimer la personne, je voudrais aider, il n'y a pas de problème, mais je voudrais aider mon conjoint ou ma compagne. Ils viennent me voir ou d'autres collègues à moi. Et là, on peut éventuellement faire de la prescription de tâches par personne interposée. L'idée, c'est aussi que la personne concernée, la personne hypocondriaque, puisse à un moment donné prendre les choses en main en se disant mais peut-être qu'effectivement j'ai un souci et que j'ai besoin d'aide. Parfois, le simple fait que le conjoint attire l'attention de ce que tu fais, ça a plutôt tendance à aggraver ou à diminuer. Ça peut suffire à apaiser l'angoisse et la personne va de cette façon se sortir du problème. Mais souvent, il y a quand même besoin d'une aide extérieure parce qu'il peut y avoir d'autres angoisses derrière ça et un mode de gestion de l'angoisse qu'il faut peut-être retravailler. Et ça, c'est pas forcément le rôle du conjoint ou de la compagne de le faire. Voilà, alors j'ai dit à peu près tout ce qui me paraissait important, intéressant sur ce sujet. Je vais reprendre votre question pour voir si j'ai bien répondu à tout. Donc, une des clés serait qu'il se mette plus à l'écoute des signaux que son corps lui envoie. Est-ce vraiment la bonne idée dans ce cas? Est-ce que son corps finira par crier de moins en moins fort? Ou est-ce que se focaliser sur le moindre de ces petits dérèglements internes ne fera que renforcer son angoisse quand on cherche en trouve? Je suis assez partagée sur ça parce qu'effectivement il faut voir après, c'est là où je dis pour moi c'est une deuxième étape, il faut voir après ce que la personne hypocondriaque a tendance à faire, c'est-à-dire est-ce qu'elle a tendance à s'écouter, elle sent un peu par exemple son cœur battre ou elle sent une petite douleur, ce qui arrive tout le temps, on a tout le temps des petites sensations, des petites douleurs désagréables, et est-ce que cette personne se dit non c'est rien, essaye de penser à autre chose mais est rattrapée par le truc? Est-ce que, et puis, ou au contraire, elle se focalise là-dessus en disant ah oui, mais oui, effectivement, j'ai mal là, et puis j'ai mal là, et puis j'ai mal là. Et effectivement, quand on cherche, on trouve. À ce stade, je n'en sais rien et seule la personne concernée pourrait le dire. Donc, je vous invite vraiment, dans un premier temps, à lui demander, à lui dire ce que j'ai proposé juste avant, c'est-à-dire à identifier en résumé ce qui a plutôt tendance à augmenter l'angoisse et à l'aggraver. Ne restez pas sur le niveau des symptômes et sur le niveau de quelle attitude tu adoptes face aux symptômes. Tant que vous n'avez pas fait le niveau qui est au-dessus, qui est, il y a peut-être des choses qui aggravent l'angoisse et d'autres qui diminuent l'angoisse. Et si tu aggraves ton angoisse, en fait, tu aggraves le problème et tu risques d'être plus malade. Ça va mobiliser la personne pour commencer à réfléchir à ça. Et à ce moment-là seulement, on peut aller chercher la problématique des symptômes. Je vous rappelle qu'il y aura un dernier SOS comme c'est la semaine prochaine, mercredi prochain à 9h30. Vous pouvez d'ores et déjà m'envoyer vos questions par mail à l'adresse sandrine@sco2mc.fr en précisant bien question pour le SOS. Ensuite, vous pouvez, si cette vidéo et les ressources que je publie sur le blog vous intéressent, vous sont utiles, faire un don sur Tipeee. J'ai mis l'adresse dans la description de la vidéo qui est là, je ne sais pas où, ça dépend comment vous la regardez. Et vous pouvez faire un don à partir de 1 €, ça me permet de boire un café ou d'aller manger une petite pizza de temps en temps. Donc je remercie déjà tous mes tipeurs fidèles, il y en a qui donnent régulièrement, quasiment tous les mois, donc ça c'est trop bien. Ensuite pendant l'été je ferai plutôt de la rediff des articles de l'année. Je prends pas mal de vacances. J'ai oublié de vous dire que j'allais partir en formation hypnose pendant la première semaine de juillet. Donc ce sera un nouvel outil, une nouvelle corde à mon arc qui sera plutôt utilisable dans les accompagnements en réel. Donc sur Annecy, sur Villeurbanne et chez moi dans le Nord-Isère. À distance via Skype, l'hypnose c'est un petit peu plus compliqué à utiliser.
Donc seuls ceux qui viendront jusqu'à moi pourront en bénéficier. Voilà, d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Je vois qu'il n'y a pas de questions complémentaires. Je vous dis à la semaine prochaine. Pensez bien à envoyer vos questions. Et je commence à anticiper le fait que nous allons passer un bel été. À bientôt!